toutes et à tous. Normalement, on est plus nombreux, mais on va supposer que le climat n'a pas permis à toutes et tous d'être là aujourd'hui, ce matin. Donc, notre sujet, c'est la climate fiction. L'idée, c'est de vous présenter ce que sera le futur possible, souhaitable ou désirable, et le futur indésirable, et cela avec toutes les catastrophes qu'on voit s'éclaircir un peu partout, les déclarations de genre, la façon dont évoluent les sociétés. Et en fait, vous allez finalement assister à une sorte de séminaire. Et finalement, c'est très bien, puisque je vais reprendre une formule que m'a fait passer Daniel Philippe, qui vient d'Étienne Klein, le philosophe des sciences. Et donc, il dit que ne pas projeter d'image contribue à l'effort pédagogique en contraignant nos cerveaux à ne pas tomber trop vite dans les maladies neurodégénératives. Et Daniel Philippe a conclu qu'il a raison. Donc, il nous expliquera pourquoi il a raison et comment ça se passe dans la réalité. Et je vais maintenant passer la parole à Claire Perrin pour démarrer cette première partie. Merci. Je vous remercie de cette invitation et de me permettre de parler de ce qui est mon sujet de thèse et ma passion, donc le changement climatique dans la littérature, en particulier dans ce qu'on appelle la cli-fi, donc pour climate fiction ou climate change fiction, la fiction climatique donc. Alors la cli-fi, c'est un terme qui date seulement de 10 ans, en fait, de 2008, et qui a été inventé par monsieur Dan Bloom, qui est auteur de littérature de fiction et blogueur. Donc c'est typiquement Claire, ce mot... Peut-être tu pourrais parler plus près du micro. Ah. Oui, est-ce que vous entendez mieux? Oui. Donc typiquement le mot cli-fi, un produit des réseaux sociaux, quelque chose qui a été lancé et qui a été repris ensuite par l'auteur Margaret Atwood, qui est l'auteur, si vous connaissez la série très populaire en ce moment, The Handmaid's Tale, qui est je crois sur Netflix. Donc elle est l'auteur de plusieurs romans, dont des romans de cli-fi, et donc elle a repris le terme et l'a rendu populaire. Alors selon Dan Bloom, ça n'est pas un terme qui doit servir à limiter un genre littéraire, mais vraiment servir de mots-clés, de buzzword, on dirait en anglais, pour attirer l'attention sur un type de roman. Et sensibiliser, bien sûr, à la question du changement climatique par la littérature. Alors, si on prend la forme du mot cli-fi, c'est un dérivé de la sci-fi en anglais, donc science-fiction. Et c'est souvent présenté comme une sous-branche de la science-fiction. Et en effet, les problématiques sont très proches avec ce qu'on avait déjà dans la science-fiction. Si on prend par exemple Dune, qui est le roman de science-fiction le plus vendu et le plus lu au monde, déjà on a la question de la gestion des ressources environnementales et la question de la terraformation, donc de l'adaptation d'une planète à la survie d'êtres humains dans ce cas-là. Donc bien souvent, comme la cli-fi est un type de science-fiction donc futuriste, et comme la science-fiction imagine des futurs possibles à l'aune des problématiques de son temps, forcément, une des sources d'inspiration pour la science-fiction et donc pour la cli-fi, c'est le changement climatique, à un tel point aujourd'hui qu'il serait difficile d'imaginer de la science-fiction futuriste qui ne parle pas des questions environnementales. Et c'est ce qui rend donc la cli-fi, ce qui fait de la cli-fi un objet si important aujourd'hui. Donc toujours pour introduire cette question, je voulais aussi parler du public qui est concerné, si on considère toujours que la cli-fi est une sous-catégorie de la science-fiction, qui est pour... alors je vais me contenter de parler de littérature et Pierre-Yves parlera ensuite de cinéma, mais pour ce qui est de la littérature, on a quand même un public qui reste limité, malgré une certaine démocratisation de la culture, on dit geek, on a quand même un public limité pour la littérature, ce qu'on voit très bien quand on va dans les bibliothèques ou dans les librairies, vous avez toujours la littérature et ensuite la science-fiction. Toujours pas considéré comme quelque chose, on va dire, grand public.
Donc si on considère que la cli-fi est maintenant comme un genre à part entière, ça nous invite à nous poser plusieurs questions, plusieurs problématiques que je suivrai pour structurer mon propos. La première question est celle de la représentation qui est faite du changement climatique dans ce type de publication. Ensuite, si j'ai le temps, je verrai par rapport au temps. Qu'est-ce que la cli-fi peut apporter de plus alors que les discours scientifiques sur le changement climatique sont déjà pléthoriques, qu'on en entend beaucoup, qu'on a énormément d'informations? Qu'est-ce que la cli-fi peut nous amener en tant que lecteur? Ensuite, deux questions liées. Est-ce que la cli-fi peut constituer un instrument de mesure pour analyser l'évolution de la conscience écologique du public ou du lectorat? Et en lien avec ça, est-ce que la cli-fi peut vraiment avoir un impact sur les lecteurs? Et enfin, je parlerai de la cli-fi en tant qu'argument de vente pour la fiction, pour la littérature de fiction. Et qu'est-ce que cela implique que d'utiliser le mot-clé cli-fi pour vendre de la littérature? Alors, je vais vous parler d'abord de la représentation, donc, comme je l'ai annoncé, qui est fait du changement climatique dans ces romans-là. Alors, la plupart du temps, 99% des cas, la cli-fi, ce sera des romans apocalyptiques. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que la première fiction de cli-fi, c'est dans la Bible, c'est le déluge. Et ce sont des topos, ces topos-là, qui sont extrêmement repris dans la fiction climatique. La revanche de la nature ou de Dieu sur les êtres humains face à leur hubris démesurée. Et un des premiers romans qu'on pourrait considérer comme vraiment de la fiction climatique, c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes recherches à moi, c'est les raisins de la colère de Steinbeck, qui reprend tout à fait la Bible et les schémas de l'Apocalypse de Saint Jean, tous les thèmes qui sont présentés là-dedans, pour parler des événements du Dust Bowl aux États-Unis, donc comme on le disait, qui ont forcé à la migration énormément de fermiers de l'Oklahoma vers la Californie à cause de ces nuages de poussière qui empêchaient l'agriculture. Donc on pourrait prendre cet exemple pour parler d'un premier roman de fiction climatique, mais plus traditionnellement, on remonte à J.G. Ballard, qui est l'auteur de Crash, peut-être que vous connaissez, qui a publié dans les années 60 une série de 4 apocalypses, qui étaient à chaque fois des apocalypses liés avec le climat ou l'environnement. Donc il y a une apocalypse par la sécheresse, dans le roman Sécheresse, une par la montée des eaux dans Le Monde englouti, on a le vent de nulle part aussi, là aussi c'est le vent, et la forêt de cristal, où là c'est plus métaphysique et ça présente une apocalypse entraînée par la fossilisation des choses et des êtres, des objets. Mais le problème quand on prend Ballard comme premier exemple de fiction cinématique, c'est que il ne tentait pas de mettre en garde contre les problèmes dans la gestion de l'environnement, mais plus de parler métaphoriquement de la chute de l'Empire britannique. Et c'est un écrivain qu'on présente souvent comme très réactionnaire, et donc c'est assez problématique de prendre cet écrivain comme pionnier de la climate fiction. Ensuite, avant d'arriver aux années 2000 ou 2010, où là on peut plus aisément parler de climate fiction, où c'est clairement en lien avec le changement climatique et ces théories-là, on a dans les années 80-90 des auteurs de science-fiction qui parlent d'apocalypses qui sont en partie entraînés par des changements climatiques, mais bien souvent, dans la plupart des cas, qui sont en lien avec des incidents atomiques, des guerres nucléaires. Bien sûr, on est dans un contexte de guerre froide, donc dans ces cas-là, ce qui se passe souvent, on a l'exemple par exemple de Octavia Butler, qui a publié la parabole du semeur et la parabole des talents, où là c'est une guerre atomique qui entraîne un changement climatique.
Certains considèrent que La Route pourrait être placée dans cette catégorie de la fiction climatique, mais à aucun moment Cormac McCarthy ne parle du climat, ni même de la raison qui a conduit à cet apocalypse et à cet environnement post-apocalyptique. Le thème du roman est beaucoup plus métaphysique et sur la lutte entre les forces du bien et celles du mal. Donc, c'est ce qui vient à l'esprit souvent aux gens quand on parle de climate fiction, mais on peut difficilement l'inclure. Ce qu'on remarque par contre beaucoup plus, donc en lien avec cet aspect apocalyptique de la climate fiction, c'est toujours une présentation apocalyptique donc de l'état de la société et une destruction des forces sociales. Donc, ce qui arrive bien souvent, c'est que les auteurs présentent des bouleversements politiques en lien ou créés par ces bouleversements environnementaux et qui révèlent souvent des critiques idéologiques des systèmes politiques. Et là, je voulais reprendre une citation d'un chercheur en littérature que j'aime beaucoup, qui dit qu'aujourd'hui, dans la littérature, comme dans la vie, c'est beaucoup plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et c'est ce qui est le cas aussi dans la climate fiction, c'est qu'on ne va pas essayer de repenser un système, on remet tout à plat avec des bouleversements catastrophiques, et ensuite on va essayer d'aller vers autre chose. On a cet exemple dans The Water Knife de Paolo Bacigalupi, où, alors là, on a un contexte de guerre civile dans le sud-ouest des États-Unis. Alors ce roman-là est très inspiré de la sécheresse qui a touché la Californie de 2009, la Californie et les autres États du sud-ouest, de 2009 à 2017. Et à l'absence de réaction des pouvoirs politiques face à cette situation intenable. Vous avez également Les Sables de la Margosa, de Claire Vaye Watkins, qui là aussi présente une sécheresse, là aussi je pense inspirée par celle qui a eu lieu, qui permet la formation de petits groupes dans le cadre des États-Unis maintenant entité anarchique, qui permettent à des gourous de prendre le contrôle de ces communautés. Un autre exemple, c'est The Deadlands, où alors là, vous avez carrément des communautés totalitaires, des petits États totalitaires. Bien sûr, les États-Unis n'existent plus. À chaque fois, on a une désunion des États-Unis, et vous avez des petits États totalitaires, des communautés retranchées qui se font la guerre. Un exemple aussi, ça fait partie, c'est l'avant-dernier roman de Cli-Fi que j'ai lu, qui s'appelle L'Empire de sable de Kayla Olson, où là, alors c'est intéressant parce que la question climatique, on en parle un petit peu au début pour vous expliquer pourquoi il y a eu une révolution aux États-Unis. Donc c'était une montée des eaux probable, mais ça n'arrive pas dans le livre. Et alors on annonce à ce moment-là que des îles artificielles vont être créées, mais des informations fuitent, même si pas beaucoup ce verbe, et on apprend que ce ne sera réservé qu'à une certaine élite, ce qui entraîne une révolution, la révolution des pauvres, des laissés pour compte, qui vont mettre en place une dictature basée sur l'esclavage et les camps. Donc ça résonne, ça peut résonner avec ce qui s'est passé avec l'élection de Trump, etc. Bon, libre à chacun d'y voir des commentaires politiques. Donc pour donner une vue d'ensemble, c'est à chaque fois, quasiment à chaque fois dans la Cli-Fi, vous avez des dérèglements climatiques et une apocalypse qui met fin à moyen terme à la démocratie. Le pire exemple étant State of Fear de Michael Crichton, qui est l'auteur de Jurassic Park, peut-être que vous connaissez son nom, qui lui alors est totalement allé à l'inverse de ces types de schémas, en présentant ce qui est la rhétorique de la droite américaine climato-sceptique, en présentant l'écologie comme un complot des écologistes qui sont à chaque fois des communistes qui avancent masqués. Mais bien sûr, bon, les romans de Cli-Fi ne sont pas tous apocalyptiques, pessimistes à ce point.
Vous avez l'exemple de Kim Stanley Robinson qui a publié récemment 2312, où là, on a des romans futuristes qui montrent comment on peut s'en sortir par la technologie. Donc c'est une voie possible qui est critiquée par certains auteurs de science-fiction, en disant que là aussi c'est faire preuve d'un hubris extrême que de dire qu'en tant que l'humanité pourrait continuer à contrôler la nature avec la technologie. Mais bon, dans la plupart des cas, on a quand même des apocalypses ou des univers post-apocalyptiques très sombres, ce qui est critiqué beaucoup par les chercheurs en éco-critique, ce qui est mon domaine, c'est l'analyse de l'environnement dans la littérature, parce que présenter le changement climatique de cette façon peut relever d'une forme d'écophobie, d'imagination de la nature comme une force vengeresse qui va venir nous punir, et donc toujours de nous mettre à distance de cette nature et de nous la montrer comme ennemie. L'autre reproche qui est fait, c'est un certain sensationnalisme en fait qui se trouve dans ces romans-là, qui joue avec ce qu'on pourrait décrire comme les pulsions de mort, pour reprendre les théories freudiennes, et qui montre soit que dans une posture très pessimiste qu'il n'y a plus rien à faire, que de toute façon le changement climatique est arrivé à un tel point que une apocalypse va arriver, ou soit, en lien avec ça, soit très optimiste en montrant que certes il va y avoir une apocalypse, mais qu'elle va nous permettre de faire table rase de beaucoup de choses, et peut-être d'explorer le monde comme des nouveaux Robinson, parce que bien sûr à chaque fois on imagine qu'on va y survivre à cette apocalypse-là, enfin dans la Cli-Fi, ce qui n'est pas le cas du roman de mon cher ami à ma droite, que je décrirais plutôt comme une anti-Robinsonade et plutôt comme une critique. Mais bon, cela dit, malgré ce côté apocalyptique, on peut tout de même, et c'est mon point de vue, lire ces romans dans leur diversité, écouter ce qu'ils ont à nous dire, voir ce qu'ils ont à nous montrer, et puis ne pas s'imaginer que les lecteurs sont tous des espèces de réceptacles vides à qui on donne une information et qui vont la comprendre exactement comme nous, universitaires, pensons qu'ils vont la recevoir. Alors peut-être pour parler de la différence ce que la Cli-Fi peut apporter en plus du discours scientifique, brièvement, ça peut être un outil très intéressant pour les auteurs, parce que l'information scientifique, je pense que vous allez en parler, elle est surabondante, et pourtant la réaction des sociétés et des gouvernements reste assez limitée. Ce qui est le plus important, c'est les raisons économiques à court et moyen terme, et on reste encore très timide dans la prise en considération du changement climatique. Donc on peut considérer que la Cli-Fi peut servir d'outil parce que ça permet quand on lit ce genre de littérature, de prendre son temps, de s'imaginer vraiment ce que ça pourrait être. Et puis, ce qui est, je pense, une chose très importante, de mettre en récit et en lien des événements actuels qu'on ne lit pas toujours comme des conséquences du changement climatique, mais qui peuvent être lus comme des conséquences du changement climatique. Ce qu'on lit comme des problématiques sociales et politiques, par exemple les révolutions arabes. Vous avez énormément d'historiens de l'environnement et de journalistes qui ont montré les relations entre les sécheresses et la sécheresse intense qui a eu lieu en Syrie, l'augmentation du prix du blé, le mécontentement par effet des citoyens, et qui a conduit à une révolution, etc. Cela en lien aussi avec beaucoup de migrations qui ont été causées par ces sécheresses-là. Donc, ce qui est montré dans les romans de Cli-Fi peut nous permettre de réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui, qu'on ne lit pas comme des effets du changement climatique, mais qui pourraient être lus comme véritablement des effets. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Pour ce qui est de l'efficacité de la Cli-Fi pour permettre aux lecteurs de réfléchir au changement climatique, c'est assez difficile à mesurer, parce qu'on peut considérer que des lecteurs vont
être attirés par ce type de littérature parce qu'ils sont déjà sensibles à cette question. Donc ça peut constituer un frein, on va dire, au fait d'envisager la Cli-Fi comme un véritable outil de persuasion politique en faveur de l'écologie. Pour ce qui est enfin de la lecture de la Cli-Fi comme argument de vente, alors je dirais que c'est tout à fait en ce moment un argument de vente, même si ça n'est pas un terme qu'on trouve utilisé typiquement dans les librairies. Pour préparer cette présentation, je suis allée voir comment est-ce que dans les sections science-fiction des grandes librairies, est-ce qu'on a de la Cli-Fi et comment est-ce qu'elle est présentée. Et alors, oui, effectivement, on a bien souvent le terme écodystopie qui est là, qui est mis dès la première de couverture pour dire vous allez lire quelque chose en lien avec le changement climatique. C'est aussi utilisé comme, donc j'en avais parlé, le terme Cli-Fi, c'est un produit des réseaux sociaux, donc ça sert de hashtag et ça sert de buzzword, vraiment de mots-clés pour donner l'information sur certains romans. C'est un mot-clé aussi sur Amazon qui vous donne énormément de résultats. Là encore, ça sert vraiment à marketer beaucoup de romans. Et c'est repris maintenant par beaucoup de grandes universités américaines comme thème de cours. Donc c'est maintenant assez admis que c'est plus ou moins un nouveau genre. Et enfin, pour terminer, alors je voulais, et ça va bien passer le relais, je pense, pour parler des films. Le dernier roman de Cli-Fi que j'ai lu, je l'ai trouvé donc en librairie. Et pour revenir sur cette façon d'attirer l'attention du public avec ces termes, c'est donc l'Empire de sable de Kayla Olson. Et la façon dont il est présenté, alors on vous met sur la première de couverture l'argument de vente, l'écodystopie bientôt adaptée en cinéma qui a conquis Leonardo DiCaprio. Voilà, tout est dit. Je vous remercie pour votre attention. Donc je vais reprendre, c'est une belle transition. Donc moi, de formation et de métier, je suis réalisateur. Je suis un cinéphile depuis tout le temps. Et il se trouve qu'un peu tard dans ma vie, j'ai effectivement écrit un roman sans savoir à l'époque ce que c'était que le terme Cli-Fi. Donc c'était pas un objectif, c'était en 2008, donc c'était juste après, le terme venait juste d'être inventé. Et donc j'ai écrit un roman qui s'appelle Terre lointaine, et je vais vous parler de deux choses aujourd'hui. On va faire un petit panorama de ce qui a été fait en cinéma sur la thématique du Cli-Fi. Et après, je parlerai un petit peu de mon roman. Alors, je vais spoiler sur mon roman, parce qu'en fait, il y avait un mystère derrière cette volonté de raconter cette histoire. Et ce matin, je vais le trahir complètement. J'espère que vous aurez quand même envie de le lire. Donc en fait, je vais beaucoup parler de cinéma américain parce qu'il est hégémonique dans le monde, à la fois pour ce qui est proposé en salle et à la fois pour ce qui est proposé à la télévision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des films d'autres nationalités qui existent sur le Cli-Fi, mais j'ai eu plus de mal à les trouver. On va dire ça comme ça. Le Cli-Fi, il est né vraiment de deux classiques du cinéma, que sont d'un côté la science-fiction et de l'autre côté le film catastrophe. Donc le film de science-fiction, les grands classiques, on les connaît tous, Blade Runner, 2001, Odyssée de l'espace, La planète des singes. Et le film catastrophe, c'est un genre qui est apparu assez vite dans le cinéma. C'est des films comme La Tour Infernale, Armageddon, L'Aventure du Poséidon, Soleil Vert, ou encore même Titanic. Donc d'un côté, on avait la science-fiction qui proposait effectivement un futur possible de nos sociétés et de notre monde. Et de l'autre côté, le film catastrophe, c'est un film dans lequel on place des personnages dans une situation très périlleuse dans laquelle ils doivent survivre. Et en fait, la Cli-Fi, elle a trouvé une place entre les deux. Alors, je pense qu'il ne faut pas se faire d'idées. Le but d'Hollywood et de tous les networks qui font des films pour la télévision et qui arrosent le monde avec leur production, je ne pense pas qu'il y avait une volonté très écolo derrière tout ça. Je pense qu'il y avait juste une volonté de trouver des nouveaux sujets pour raconter des histoires et faire des films qui rapportent de l'argent et fassent le tour du monde. On va y revenir.
Il y a plusieurs thématiques dans les films de science-fiction qui font le tour du monde et le tour de nos écrans à travers la planète. Alors il y a une première thématique, c'est la planète se réchauffe. Alors la planète se réchauffe, ça a été porté par plusieurs films, je vais en citer quelques-uns. C'est le postulat de base dans Interstellar, qui a quand même été, donc le film de Christopher Nolan, qui est sorti il y a 3-4 ans maintenant, qui a quand même été un carton inattendu et espéré, mais inattendu autour de la planète, qui part donc du principe que la planète se dérègle, elle se réchauffe, on ne peut plus faire de l'agriculture normalement, donc il faut trouver un nouveau monde. Ça a été le cas dans un film, et là je vais le citer avec beaucoup de plaisir, qui s'appelle Hell, et qui est sorti en 2011, et qui est un film européen, qui propose lui aussi un monde dans lequel il fait trop chaud, le soleil tape trop fort, et il n'y a plus d'eau, et il faut survivre dans tout ça. C'était le cas aussi de manière non assumée dans tous les Mad Max de George Miller, qui existe quand même, c'est une franchise qui existe maintenant depuis une trentaine d'années, dans lequel c'est pareil, on est dans un monde désertique, et c'est aussi le concept dans la série Resident Evil, où le monde est devenu aussi trop chaud. C'est toujours le même principe, on place des personnages dans une situation apocalyptique et ils doivent survivre dans cet environnement hostile. Donc première thématique. Deuxième thématique, la planète se refroidit. Avec là aussi plusieurs films. Un film de science-fiction qui part de Danny Boyle, qui part de ce postulat, qui s'appelle Sunshine, dans lequel le soleil est en train d'être défaillant, il chauffe plus assez la planète, et donc on commence à avoir des problèmes de survie à la surface, et donc ils envoient un vaisseau spatial avec des ogives nucléaires pour essayer de réactiver le soleil. C'est le cas dans un téléfilm qui était plutôt réussi pour un film pour la télé, qui s'appelle Zéro Absolu, dans lequel, comme dans le film que je vais citer après, qui est quand même la référence, The Day After Tomorrow, le jour d'après, dans lequel tout d'un coup il y a un dérèglement qui fait que le zéro absolu atteint notre planète et congèle tout sur son passage. C'est aussi le cas dans un film, alors qui n'est pas un film français mais qui est un film d'inspiration française, c'est dans Snowpiercer, ce train qui est le dernier, qui contient le dernier baston des survivants dans un monde dans lequel l'ère glaciale est revenue sur notre planète. On voit ça aussi dans un film asiatique, je pense que c'est un film coréen, mais j'ai un doute, qui s'appelle The Colony, qui propose toujours pareil. On est dans une nouvelle ère glaciale et il y a des poignées de survivants humains qui doivent survivre dans cet environnement. La troisième thématique récurrente, c'est le déluge. Donc après la famille de la planète qui se refroidit, la famille de la planète qui se réchauffe, c'est la planète qui est inondée. Donc le premier film qui traitait de ce sujet et qui a eu un grand succès, c'était Waterworld de Kevin Reynolds avec Kevin Costner en espèce mutante entre l'homme et le poisson, qui était un film très très cher et qui n'a pas marché du tout, ce qui n'a pas aidé la Sci-Fi à s'envoler. C'est le cas de manière plus discrète dans Blade Runner, où on est dans un Los Angeles où il pleut tout le temps. Alors c'était plus le cas dans le premier, ils se sont un peu éloignés de ça dans le deuxième, mais dans le deuxième, ils ont apporté d'autres éléments de Sci-Fi sur un espèce de fog qui a envahi le monde, sur une désertification de certaines parties de l'Amérique. Donc on est aussi là-dedans. On a ça aussi dans 2012 de Roland Emmerich. Donc 2012, c'est le film suivant de ce réalisateur d'origine allemande après Le jour d'après, où là, tout d'un coup, il y a un dérèglement des plaques tectoniques qui fait que l'eau envahit toute la planète, sauf l'Afrique. Voilà, j'ai spoilé encore. Après, il y a des sous-catégories, c'est-à-dire des thématiques qui sont sur des films précis et qui sont assez variés. Donc je vais citer un film très raté de Night Shyamalan qui s'appelle After Earth, où tout d'un coup les hommes ont quitté la planète, ont été obligés de quitter la planète et reviennent sur la planète quelques milliers d'années plus tard.
Et la nature est devenue hostile à l'homme. Et en fait, c'est sous-entendu dans le film que c'est à cause de ça que les hommes ont été obligés de quitter la planète. Il y a eu une série américaine, pas très réussie non plus, qui a eu 2 saisons, qui s'appelait Zoo. Alors Zoo, c'est dans une société actuelle, donc c'est pas de la science-fiction pour le coup, c'est les animaux qui commencent à se rebeller aux 4 coins de la planète contre les hommes. Donc c'est à la fois les chats domestiques qui se réunissent pour nous foutre à la porte, c'est aussi voilà, les lions qui deviennent méchants, qui se mettent à attaquer les gens dans les villages en Afrique, etc. C'était pas très réussi, mais ça traitait d'un dérèglement du rapport entre l'homme et la nature, clairement. Autre catégorie, alors là on est dans les phénomènes météorologiques violents se développent. Il y a de plus en plus de tempêtes de plus en plus violentes, ça s'appelle Geostorm, c'est sorti il y a quelques mois. Et là il y a quelque chose de très science-fictionnant, dans le sens où on a créé un espèce de système pour protéger la planète, c'est une espèce de maillage, pour contrôler le climat et contrôler la fréquence de ces phénomènes climatiques violents. Et évidemment, à un moment, ça va complètement partir en sucette. Dans le même genre, il y a Black Storm, qui est sorti il y a 2-3 ans. Pareil, l'Amérique est ravagée par des tornades à répétition. Alors, autre thème... c'est le réchauffement du permafrost qui libère des parasites ou des microbes ou des monstres, selon les films, qui étaient enfermés depuis des millions d'années dans le sol et qui tout d'un coup, à cause du réchauffement climatique, ressurgissent. Et évidemment, nous n'y sommes pas du tout préparés. C'est le cas dans un film qui s'appelle The Thaw, qui est sorti en 2009, où là, c'est des parasites. Alors, comme on va le voir après, ce sont des films dans lesquels... c'est un postulat de base dans le scénario, et après on traite juste des effets et de comment les personnages dans les histoires vont survivre à cette apparition. C'est le cas aussi dans une jolie série de télévision européenne qui s'appelle Fortitude, où on est au nord de la Norvège sur une petite île, et ça se réchauffe, et il y a un espèce de nouveau virus qui vient de la décongélation de cadavres de mammouths, et un certain nombre de personnages qui doivent y faire face. Et un joli film, cette fois-ci, dans une autre thématique, la lutte pour la survie dans un monde dans lequel l'eau est devenue une denrée rare, qui s'appelle Young Ones, qui est sorti en 2014. C'est un peu c'est de la cli-fi soap, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une petite famille qui doit survivre dans ce monde dans lequel on ne trouve plus d'eau. J'avais envie de dire un petit mot sur Miyazaki, parce que dans toute l'œuvre de Miyazaki, donc je ne vais pas citer tous les films, dans toute l'œuvre de Miyazaki, donc réalisateur de films d'animation japonais, contemporain, même s'il est à la retraite maintenant, il y a plus ou moins sous-jacent dans les histoires qu'il raconte cette notion de nature qui se dérègle ou qui se rebelle contre les excès de l'homme. Et j'ai une petite pensée particulière aussi pour un film que vous avez sans doute tous vu, qui s'appelle Wall-E. Wall-E, c'est un dessin animé de Pixar qui a maintenant une dizaine d'années, dans lequel il y a les 35 premières minutes qui sont pour moi un des grands chefs-d'œuvre du cinéma d'animation 3D, qui présente la planète qui est devenue une poubelle gigantesque et les hommes ont été obligés de partir, et qui raconte l'histoire de ce petit robot qui est obligé de faire un peu de ménage dans tout ça. Donc voilà le panorama de films sur on va dire une quinzaine d'années. Je ne pense pas que le nombre de films de cli-fi soit en réelle augmentation, mais je crois que c'est devenu une offre récurrente maintenant. C'est-à-dire que on a entre 5 et 7 rendez-vous par an entre la télévision, les séries, les films unitaires et les films qui sont projetés dans les salles de cinéma, qui utilisent la cli-fi comme objectif de narration et d'histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand Hollywood produit des films à gros budget qui sortent dans les salles de cinéma,
l'industrie de la télévision américaine produit des films un peu similaires, avec des budgets beaucoup plus faibles, qui eux sont vendus à bas prix sur toutes les chaînes de télévision du monde. Et c'est le cas de tous ces films de Cly-Fi. C'est-à-dire qu'à l'image du Titanic, je ne sais pas si vous avez vu le Titanic, il y a le film qu'on a presque tous vu de Cameron, merci, qui est sorti. Et dans les années suivantes, il y a eu 2-3 films pour la télévision, petit budget, qui ont été produits. Et c'est pareil pour la Cly-Fi. En fait, ces histoires de monde qui se réchauffe, de monde qui se refroidit, de déluge, font l'objet de petites productions qui sont rentabilisées sur le territoire américain et qui sont revendues tout autour de la planète à tous les publics du monde. Alors, le côté détestable, c'est cette hégémonie américaine qui fait que tout le monde regarde des productions américaines. Mais en termes de message, le message de la Cly-Fi sur le dérèglement du climat, elle est diffusée à travers aussi ces films pour les gens qui ne vont pas dans les salles de cinéma. Alors, on peut s'interroger effectivement sur le véritable impact sur les publics de ces films de Cly-Fi. Et en fait, quand on les regarde et quand on y réfléchit, on s'aperçoit que la plupart du temps, ces dérèglements du climat, c'est un prétexte pour raconter une histoire, le plus souvent spectaculaire, et que les sujets sont rarement réellement traités. C'est un postulat de base dans lequel on place des personnages. C'est comme ça, il fait chaud, il fait froid, il y a trop d'eau. Et on essaye rarement, en fait, de l'expliquer de manière pédagogique. Et même, on traite rarement du moment de la bascule. En fait, on est déjà dans un monde post-apocalyptique, post-révolution du climat. Et on doit faire avec. Alors, il y a très peu d'exceptions. Moi, j'aime bien le jour d'après. Parce que le jour d'après, il y a quand même une volonté de nous expliquer une idée qui, moi, me paraît importante, qui est que on joue aux apprentis sorciers et à un moment, tout peut basculer. Et je trouve que le film montre bien ça. Et que c'est une jolie demi-mesure entre un film d'action et d'aventure qui fait venir les gens dans les salles de cinéma ou qui scotche les gens devant leur télévision et une volonté de mettre en garde contre un risque. Voilà. Et je pense que c'est pas un hasard si le réalisateur de ce film, Roland Emmerich, n'est pas d'origine nord-américaine et a, à travers ses déclarations et à travers le très joli making-of qui a été fait sur ce film, une vraie volonté d'alerter sur ce sujet. C'est le cas aussi dans le film dont je parlais qui s'appelle The Saw sur le permafrost qui fond et qui libère de nouveaux virus et de nouveaux parasites, où il prend le temps d'expliquer cette notion. Et donc je pense que ce qu'il faut espérer, c'est que le cinéma va laisser la place à des véritables auteurs qui auront envie de s'intéresser sur ce sujet, non pas seulement en termes d'axe dramaturgique, mais aussi en termes de thématique. Alors le cinéma n'est pas très très fort en ce moment pour faire ça, c'est-à-dire que c'est quand même souvent très très pauvre, mais on peut espérer que vont arriver à percer dans ce panorama de films de Cly-Fi des réalisateurs plus engagés qui auront une plus grande volonté donc de transmettre de l'information et d'essayer de passer les messages. Je pense que la phase d'après, et ça on y reviendra en parlant du roman, la phase d'après c'est aussi d'avoir des films de Cly-Fi qui sortent et qui offrent une solution d'avenir et de l'espoir. C'est-à-dire ne pas être toujours dans un rapport violent et proposer des solutions aux nouvelles situations dans lesquelles va se trouver la planète, si elle se réchauffe, si elle se refroidit, s'il y a de l'eau, etc. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut espérer de manière à passer un message plus large et plus efficace au public, parce que vraiment ce qui sort là, c'est vraiment toujours catastrophique, toujours anxiogène, toujours assez violent en fait. Alors, Terre lointaine. Donc, comme je le disais, c'est un roman qui est sorti dans une première édition en 2008 et qui est ressorti il y a 3 ans dans une seconde édition. Forcément, vu que moi j'ai appris à écrire des scénarios, j'ai rêvé devant des films, j'ai fait un peu des films, c'est une écriture qui est très cinématographique. C'est un petit thriller. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille dans une forêt. Il est dans une espèce de cocon un soir de tempête.
et il sort de son cocon, et il ne se souvient plus de rien. Et il va essayer, dans cette grande forêt, de retrouver la civilisation. Et donc, il va se mettre en marche. Et il ne va rien trouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un avion dans le ciel, il n'y a pas un chemin, il ne trouve pas un village. Et il est complètement perdu dans cette forêt. La seule chose dont il commence à se souvenir petit à petit, c'est que, à travers ce qu'il vit au quotidien, il a des aptitudes pour survivre. Et il commence à se demander à un moment si il ne s'est pas mis dans cette situation volontairement. Et en fait, ce qui m'intéressait à travers ce roman, c'était à quoi ressemblerait le monde, et là c'est le gros spoil sur mon roman, à quoi ressemblerait le monde dans quelques millions d'années si tout d'un coup l'humanité s'arrêtait plus ou moins vite, mais tout d'un coup il y avait une vraie rupture et la nature était livrée à elle-même. Et ce qui m'intéressait dans cette idée, c'est que en fait, c'est une idée assez répandue, hein, je n'ai pas l'impression d'avoir inventé là-dessus, mais c'est vraiment ce qui me motivait, cette idée de dire que c'est nous qui sommes en danger sur la planète et pas la planète. Et donc je voulais montrer à travers ce roman que elle va se réorganiser, elle va relaisser passer des nouvelles espèces. Et là où je rejoins la Cli-Fi, c'est que j'ai essayé, dans la vision que je propose de ce monde dans quelques millions d'années, de me baser uniquement sur des théories scientifiques et sur des choses en fait assez fines et qui ne sont pas de l'ordre du catastrophisme. Donc c'est cette idée que de toute façon la Terre va se réchauffer petit à petit, c'est sur cette idée que il y a des périodes durant lesquelles les rayons du soleil sont plus violents sur la planète. Quelles sont les espèces qui, si on n'était plus là, reprendraient le dessus? Donc moi j'ai un long paragraphe sur les insectes. Et quelles sont les espèces de mammifères qui survivront et qui commenceront à s'organiser dans des sociétés qui se rapprochent des nôtres. Et c'était cet objectif, et en fait j'avais jamais réfléchi au fait que ça rentrait dans cette catégorie de la Cli-Fi, jusqu'à ce que Claire, dans un article, m'y mette, en disant voilà, c'est un représentant de la Cli-Fi. Et voilà. Le roman s'appelle Terre lointaine. Si ça vous intéresse, il est disponible. Et je vais passer la parole à mon collègue. Alors, pour ma part, je vais plutôt lire et répondre après. Pour répondre à pour offrir une réponse modestement la mienne à la question du jour concernant la Cli-Fi, présentée comme façon efficace de réveiller le grand nombre de nos frères humains sur la problématique des changements climatiques et autres problématiques écologiques évoquées par Claire et Pierre-Yves il y a quelques instants, ma communication à la demande de Richard va porter sur le déni de la réalité des changements climatiques, déni pouvant détruire nos conditions d'existence, voire notre existence même. D'une part, depuis l'angle neuroscientifique, et d'autre part, depuis l'angle de la littérature d'anticipation qui lui est attachée. Irions-nous casser le sol stable sur lequel nous posons tranquillement nos pieds, là, maintenant, tout de suite, pour qu'il devienne un marécage, des sables mouvants ou autres sols soudainement fragmentés en des trilliards de petites îles d'1 mètre carré chacune, en nous obligeant à trembler pour notre vie à chaque pas? Un exemple, la fragmentation des sols pour obtenir du gaz de schiste va en ce sens. Elle condamne à terme des nappes phréatiques et donc de l'eau pour abreuver des formes variées du vivant, notamment végétaux et animaux diverses, dont l'humain. Elle va produire depuis ces nappes souillées des nuages souillés qui vont arroser des terres fertiles d'eau souillée produisant des nourritures souillées. Les industriels, financiers et politiques qui décident, pour des gains financiers juteux, de détruire la planète sur laquelle ils habitent sont-ils fous? Non, évidemment. Ils calculent qu'ils auront de gros profits et que leurs enfants et leurs petits-enfants seront très heureux, sachant qu'ils verront peut-être leurs arrière-petits-enfants dans ce même bonheur. Et après? Après, ils pensent, selon la phrase prophétique de Madame de Pompadour, « Après nous, le déluge ». Officiellement, face au réchauffement climatique, la plupart des décideurs, financiers, industriels et politiques, parlent et agissent tel qu'il en serait si tout allait bien. De leur part, le déni de la réalité des changements climatiques est-il une incompréhension,
une sottise ou une folie. Leur argument principal est toujours que dans un monde de compétitivité, si nous perdons des parts de marché face à des pays concurrents, notre pays s'appauvrit et de fait nous devenons tous pauvres. Sous cet angle, l'économie prime sur l'écologie. Richard me demandait lors d'une récente rencontre à l'école des hautes études en sciences sociales, et si d'après moi, ces gens souffrent d'un dysfonctionnement cognitif, d'une altération mentale. Je lui réponds à présent, selon son souhait, dans le cadre de ce petit déjeuner colloquial, en vous partageant une réflexion d'ordre neurobiologique ayant traversé quelques neurones miens. D'abord, auto-observons modestement comment ça neurofonctionne quotidiennement dans les cerveaux des grands singes hominidés sapiens, dans la peau desquels nous nous réveillons chaque matin. Le cerveau dont nous disposons, nous, Homo sapiens, malgré son extrême performance comparée aux autres cerveaux parmi les plus intelligents que nous offre l'intelligence naturelle sur la planète Terre, actuellement, est très lent dans sa forme de traitement des données s'offrant nouvellement à lui en matière de capture et adaptation de la nouveauté. Il s'agit sur le plan phylogénétique d'une actuellement insuffisante maturation des systèmes de transmission neuronale entre, premièrement, les régions cérébrales dites de travail, mémoire à court terme dite mémoire de travail, conscience pareillement, et partiellement d'ailleurs aussi, des épisodes de la vie, mémoire épisodique, etc. Et deuxièmement, entre les cérébrolégions opérant sur le long terme via des procédures, entendons des processus procéduraux à l'origine de la mémoire procédurale et de la conscience procédurale. Alors, je reviendrai après si vous avez des questions évidemment sur ces mécanismes, avec des exemples. Concrètement, il en résulte que si je vous apprends maintenant qu'en cas d'incendie, l'intelligence artificielle qui gère la sécurité de cette salle de réunion actionnera instantanément une pompe à oxygène qui nous évanouira tous, mais aussi éteindra le feu instantanément, et si des haut-parleurs nous annoncent dans 10 minutes qu'il y a le feu dans cette salle, la plupart d'entre nous auront le réflexe non pas de s'asseoir en profondeur dans leur siège pour s'évanouir confortablement et sans incident, mais se jetteront dans la travée, courront, se bousculeront les uns les autres, marcheront les uns sur les autres de telle sorte qu'au moment de l'évanouissement, il y aura des bras cassés, des côtes cassées sous ces côtes, des poumons en état pitoyable. Nos cerveaux sont trop lents à modifier une de leurs neuroprogrammations, tant pour un simple fait de la vie courante que pour l'administration d'un grand groupe industriel, d'une nation ou d'une entreprise de type start-up. Richard m'a demandé de vous présenter au moins une piste neuroscientifique pour tenter de résoudre ce problème. Comment amener financiers, industriels et politiques à comprendre l'urgence de sauvegarder notre unique planète d'accueil actuellement accueillante. La plupart de nos actions sont automatiques. Pour illustration, tenir et rouler à bicyclette. Lorsque nous montons sur un vélo électrique, ce traitement de l'information est caduc, nous devons réapprendre partiellement le cyclisme. Pire, que nos actions automatiques en sortie neurocomputationnelle dans notre cerveau, parfois complètement inadaptées à nos sensations en entrée computationnelle, toujours dans notre cerveau. Il y a notre façon automatique d'émouvoir autrui et de motiver en sortie ce même autrui, parfois complètement inadapté à nos émotions en entrée. Et pire encore, sont nos cogitations semi-automatiques en sortie, parfois complètement inadaptées à nos réflexions portant sur les idées que nous offre autrui en entrée. Il est clair qu'en entrée dans nos cerveaux, de même que dans les cerveaux des financiers, industriels et politiques en déni de la réalité du réchauffement climatique et autres catastrophes naturelles, sensations, émotions et réflexions adviennent par automatisme et de fait, en sortie, actions, motivations et cogitations sont produites par automatisme ou, au mieux, par semi-automatisme. De la sorte, comme je l'ai écrit dans un livre grand public qui devrait sortir, d'ailleurs ressortir bientôt, sinon, comme vous pouvez le trouver aussi dans un livre écrit par des jeunes gens, Neuroconnectique enseignement, dans un sous-chapitre intitulé Neuroconnectique appliquée à la gouvernance, je vous lis donc, concernant spécifiquement le domaine de la gouvernance, tant d'une petite entreprise que d'une fédération d'États-nations. Il est d'ores et déjà clair que devant les grandes agglomérations que seront les villes
monopolistique de la seconde moitié du XXIe siècle, les humains sapiens actuels seront dans l'impossibilité d'assurer le règne de l'ordre dans des conditions démocratiques, ça a été un petit peu dit par mes deux voisins, mais autant y revenir dans le débat, de respect des droits humains, sans modifier le mode de neurofonctionnement de leur cerveau. Car, d'une part, les managers du futur proche ne pourront plus se permettre de penser de manière monodisciplinaire, dossier par dossier. Comme en ce début du même siècle, l'amplitude des structures urbaines les contraindront à penser de manière multidisciplinaire, 12 à 15 dossiers en même temps, en dressant des ponts dynamiques entre eux. Et d'autre part, ces mêmes managers ne pourront plus se permettre d'avoir un train de retard en appliquant aujourd'hui des recettes d'il y a 5 ans, comme il en va des hommes politiques actuels. Ces derniers, acteurs politiques actuels, l'intelligence trop faible pour gouverner les nations de demain et a fortiori les blocs géopolitiques supranationaux d'après-demain, appliquent tous des recettes dépassées qu'ils hissent au rang de quasi-idéologie, alors que la gouvernance efficace exige d'inventer aujourd'hui des recettes pour les problèmes jaillissant depuis 3 ou 6 mois, et non plus d'utiliser des recettes vieilles de 5 ans ou plus, complètement obsolètes dans une économie dynamique. Je reviens donc à notre propos pour réfléchir ensemble au fait que dans l'intimité, les plus intelligents, matures et généreux d'entre les financiers, industriels et politiques qui gouvernent nos sociétés nous avouent qu'ils sont soucieux, qu'ils comprennent fort bien que pour éviter d'être asservis par des pays nouvellement enrichis, et pour éviter d'être ensuite réduits en pauvreté, il faut produire et vendre plus à moindre coût, et que cela a un effet néfaste sur la nature, à commencer par le climat. Alors au moins, pour cela, oublions les climato-sceptiques et les égoïstes, la question se pose en son entier, puisqu'ils ont compris le danger, puisqu'ils ont les ressources nécessaires pour inciter un changement d'orientation, pourquoi ne l'opèrent-ils pas ? Pourquoi maintiennent-ils, du moins formellement, factuellement, officiellement, ce déni des conséquences du réchauffement climatique ? La réponse en est claire. Les humains sapiens, dans leur grande majorité, y compris financiers, industriels et politiques, suivent des idées à la mode à l'époque où ils naissent et grandissent. Les écrivains et les artistes, dont plus spécifiquement les cinéastes et game designers, sont les formateurs aujourd'hui des idées qui sont à la mode demain. Ça a été dit un peu par mes deux collaborateurs. Donc nous, écrivains, cinéastes et concepteurs vidéoludes, avons donc le devoir moral et la lourde responsabilité sociétale de construire les idées de demain en envisageant de protéger notre planète. Dans ce cadre, j'ai publié plusieurs romans tournés vers l'avenir. Depuis un genre littéraire longtemps méprisé en France, la littérature d'anticipation comprenant notamment la science-fiction dure. Depuis les années 2010, grâce à des écrivains de littérature générale ayant eu le courage de déclarer que celle-ci avait épuisé tout le champ des histoires d'amour et de bonne société, qui ont osé puiser dans la technoscience pour écrire de la science-fiction, tel Michel Houellebecq, le genre science-fiction devient maintenant un genre majeur. En France, comme il est déjà depuis quelques décennies, dans la plupart des pays anglo-saxons, germaniques et scandinaves. La France, grâce à de tels écrivains, a enfin commencé à combler son retard intellectuel en ce domaine, la science-fiction dure, qui permet de connaître depuis le technoscience les possibles routes de notre futur, offrant aux plus jeunes d'entre nous des livres, plus des films, qui, plaçant les avancées des sciences dans des réalités fictionnelles, leur permettent de réfléchir par eux-mêmes à leur avenir possible. Ça a été un petit peu dit tout à l'heure, il est vrai qu'il ne faut pas toujours penser tout va aller mal, il y a peut-être des routes pour s'en sortir. Tandis que j'ai osé écrire et publier des romans forts tels que 4 fois mort ou Le terrible secret du jeune Wilfrid de Boisfeu, publié en 2010 par les éditions Pascal et les éditions de la Mutualité française, roman de science-fiction qui nous permet de comprendre la psychologie génétique d'un clone humain en vivant de l'intérieur dans ce qu'il ressent et comprend son état. Ou Les enfants de demain ou l'étrange projet HP1. HP, c'est Homo pertinens, qui serait notre descendant darwinien, à nous, Homo sapiens. Par une petite maison d'édition lilloise, à Tria, roman de science-fiction dur qui nous présente notre descendant darwinien, Homo pertinens, donc, vous disais-je, d'abord, donc à partir de ces différences, d'abord néoténiques d'origine télomérique, avec nous, Homo sapiens. Mon dernier né, nous, en 2030, lorsque naîtra
le post-capitalisme transhumaniste publié en 2016 aux presses de l'Avenir, va dans le sens du débat d'aujourd'hui en présentant l'état possible de notre planète sous l'angle économique et social dans les années 2020 à 2080 au sein d'un monde où l'humain, dans un premier temps, se déshumanise pour essayer d'égaler l'intelligence artificielle. On n'en a pas encore traité aujourd'hui, mais il va falloir en parler peut-être. Et où, dans un second temps, il apprend à nous non plus essayer de rivaliser avec les robots, mais à développer sa propre voie biologique de développement et d'épanouissement. Puisque nous parlons de littérature, permettez-moi de vous en lire un court extrait, qui n'est pas à proprement parler cadré sur le thème de notre rencontre, la climato-fiction. Et ce pour une raison fort simple. J'en parlais il y a quelques jours avec des jeunes gens, vingtenaires, trentenaires, précarisés en leur évoquant les incertitudes de notre avenir géoclimatique. Ils me répondirent presque d'une voix, mourir d'empoisonnement ou de pollution, ou mourir de manque de médicaments trop chers, ou mourir de faim, pour nous c'est pareil. Nous voudrions seulement pouvoir vivre et d'abord sortir de la précarité, avoir un monde plus stable. J'ignorais que leur répondre, donc je vous lis ce petit extrait de ce roman en profitant des quelques minutes me restant. Certes, extrait de deuxième chapitre, certes, le régime social-libéral qui dominait alors partout, on est dans les années 2030, sur notre planète avait tenté de pallier sa totale incapacité à administrer les masses humaines par des mesures sociales telles qu'un revenu minimum universel de quelques centaines d'euros assurant à chacun de survivre dignement et dans le respect en errant désespérément dans les rues, sans emploi, sans activité, avec l'impression déprimante de ne plus servir à quoi que ce soit et d'être par conséquent inutile à la société, inutile à la vie, tel un mort, telle une morte en sursis. Tandis que dans ce schéma de destruction créatrice, c'est un terme de Schumpeter si je ne dis pas de bêtises, en économie donc, les premiers robots fabriqués en série remplaçaient l'humain dans ses tâches les plus humiliantes car les plus subalternes, ce qui pouvait paraître énoblissant pour l'humanité. Personne n'avait réfléchi à réenchanter l'existence des milliards d'humains ainsi désemployés, cependant que quelques-uns en venaient à songer à une façon radicale d'éliminer ces milliards de sans-emploi, devenant gênants. Quant à la très petite minorité, un individu sur 10, des gens disposant encore d'un emploi sinon stable, du moins non totalement précarisé, elle se composait de transhumains, se dopant avec des molécules dites d'augmentation de plus en plus efficaces, entendons déshumanisantes, leur donnant l'espoir de parvenir à garder leur emploi en développant une surmémoire, une surattention, un surtonus, et ne dormant plus que 4 heures et 20 minutes par nuit, avec une espérance de vie leur assurant de mourir de maladies neurodégénératives seulement vers l'âge de 45 ans. Pour survivre au-delà de cet âge, il fallait consommer des molécules dites d'anti-vieillissement. Alors évidemment, on pensera à CRISPR-Cas9, évidemment, pour qui s'intéresse à la neurobiologie. Donc, pour survivre au-delà de cet âge, il fallait consommer des molécules dites d'anti-vieillissement dont on connaissait déjà les effets secondaires psychodévastateurs, notamment la transformation de l'habitant, entendons de l'individu absorbant régulièrement ces molécules, compris depuis son individualité la plus intime, depuis sa conscience en d'autres termes, en une sorte de zombie dont l'existence ressemblait à celle d'un rêveur comprenant impuissant son état de rêveur, de marionnette dépossédée de soi, prisonnière de processus ayant lieu en ce rêveur, sans son consentement, ces molécules aidant, décidant à sa place. Donc, on pourrait aller plus loin sur la question de ce roman orwellien et huxleyien, pardonnez-moi, j'essaie d'aller très très vite. Mais la question se pose, oui, de se dire qu'il faudrait peut-être penser, alors c'est extrêmement grave ce que je vais dire là, mais que nous sommes... il faudrait penser une politique économique, institutionnelle et civilisationnelle où l'humain passe de l'économie de compétition à celle d'écologinomie de coopétition. Pour une raison relativement simple, à savoir que si nous regardons un petit peu nos sociétés, on a très l'impression, beaucoup de gens ont l'impression, on a tous observé le réarmement massif, quelqu'un m'en parlait à Polytechnique il n'y a pas longtemps, c'est très inquiétant en effet, mais le réarmement massif, ça veut dire aussi, de la planète, donc ça veut dire aussi qu'on est dans un risque de guerre, mais ça veut dire, quand on observe bien, par exemple, comment vais-je dire ça en peu de mots, les vêtements même qui réapparaissent comme un siècle avant. On retrouve des vêtements similaires. Tiens, c'est bizarre, tel chapeau, la barbe qui repousse.
Bon, que se passe-t-il? On a l'impression de voir un siècle avant en train de revenir maintenant. Qu'est-ce qu'on voit? On n'a plus des journaliers, on a des précaires. On a une société qui s'accélère sur le plan des technosciences. On effectue énormément de recherches, beaucoup d'argent qui est brassé à très grande vitesse. Mais est-ce que nous ne risquons pas d'avoir aussi les mêmes effets? Alors, quand je dis les mêmes effets, on s'aperçoit d'une certaine manière que, tout à l'heure, Claire nous évoquait le capitalisme, mais on peut se dire qu'il y a plus ou moins diverses formes de capitalisme, et certaines sont peut-être assez inquiétantes. Je vais être assez direct dans ma conclusion. On peut se dire que, d'une certaine manière, la montée au pouvoir des financiarismes, et on en a dans certains pays actuellement, prépare toujours la montée au pouvoir des populismes. Le libéralisme étant donc l'antichambre du totalitarisme. Réfléchissons-y. Je m'arrête ici.